Il existe un instant qui hante toute personne intelligente. C'est le moment où vous réalisez que les mots mêmes que vous croyiez vous faire paraître brillants dévoilent en réalité vos limites à tous ceux qui vous entourent. J'ai passé des années à étudier le comportement humain, à observer les subtiles dynamiques qui séparent les individus véritablement intelligents de ceux qui ne font qu'en afficher l'apparence. Et ce que j'ai découvert va probablement vous mettre mal à l'aise. La différence entre paraître intelligent et l'être réellement ne se trouve ni dans votre vocabulaire, ni dans vos diplômes. Elle se cache dans cette phrase apparemment inoffensive qui s'échappe de nos bouches sans que nous réalisions les dégâts qu'elle cause. Il ne s'agit pas d'erreurs grossières ni d'un langage vulgaire, mais de ces formules polies, usuelles, que nous utilisons pour mener une conversation, défendre notre ego et préserver notre image. Mais voilà ce qui est terrifiant. Chaque fois que vous prononcez l'une de ces phrases, vous révélez quelque chose de vous que vous n'aviez jamais voulu montrer. Il ne s'agit pas seulement de communication, il s'agit de la façon dont travaille votre esprit, de la façon dont vous affrontez les défis et, in fine, de la façon dont vous bridez votre propre potentiel. Les anciens stoïciens savaient quelque chose que nous avons oublié dans notre empressement à paraître savants. La vraie sagesse commence par la reconnaissance de notre ignorance, et l'ennemi le plus dangereux de l'apprentissage n'est pas ce que nous ignorons, mais ce que nous pensons déjà savoir. Alors, avant de plonger dans ces 7 tournures, je veux que vous fassiez quelque chose d'inconfortable. Écoutez-vous, non seulement pour repérer ces schémas chez les autres, mais pour vous surprendre vous-même. Car le moment où vous vous surprendrez à prononcer l'une de ces phrases, vous comprendrez pourquoi votre progression a stagné, pourquoi certaines portes vous restent fermées, et pourquoi certains semblent commander le respect sans effort, tandis que d'autres peinent à être pris au sérieux. Commençons par la première phrase. Et je vous garantis que vous l'avez déjà dite bien plus de fois que vous ne voudriez l'admettre. Je le savais déjà. 5 mots qui claquent la porte de l'apprentissage plus rapidement que n'importe quelle autre phrase en français. Mais ce qui rend cette tournure si insidieuse, c'est qu'elle paraît entièrement justifiée lorsque vous la prononcez. Après tout, vous avez probablement déjà une certaine connaissance du sujet traité. Le problème n'est pas que vous mentiez, c'est que vous vous contentez d'une compréhension partielle. J'ai appris cette leçon de la façon la plus dure lors d'une conversation avec un mentor ayant créé 3 entreprises florissantes. Il partageait ses réflexions sur le leadership. Et à peine 30 secondes après le début de son propos, je l'ai interrompu avec ces mots fatals. Je le savais déjà. La conversation est morte. Il a hoché la tête poliment et a changé de sujet. Plus tard, j'ai réalisé ce que je venais de faire. J'avais choisi de protéger mon ego plutôt que d'élargir ma compréhension. Voici ce que j'avais manqué. Il ne se contentait pas de partager de l'information. Il partageait de l'expérience. Il y a un monde de différence entre savoir quelque chose intellectuellement et le comprendre par l'expérience vécue. Quand quelqu'un vous livre son point de vue, il vous offre la quintessence de ses succès et de ses échecs. Mais lorsque vous dites « je le savais déjà », vous lui signifiez que son vécu n'a rien à ajouter à votre savoir théorique. Marcus Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses pensées pour moi-même « L'esprit qui s'ouvre à une nouvelle idée ne revient jamais à sa taille antérieure. Mais cette expansion ne se produit que si nous abordons les conversations avec une curiosité sincère plutôt qu'une défense du savoir. Imaginez le savoir comme une rivière. Il coule, change sans cesse, révèle sans cesse de nouveaux aspects, de lui-même. Au moment où vous croyez l'avoir capturé définitivement, vous avez cessé de le voir clairement. Un jour, j'ai vu un maître charpentier écouter attentivement la suggestion d'un jeune apprenti concernant une technique d'assemblage. L'apprenti, visiblement nerveux, était conscient de s'adresser à quelqu'un qui cumulait des décennies d'expérience. Pourtant, le charpentier l'a écouté, a posé des questions réfléchies, et lui a finalement dit « Tu sais, je n'avais jamais envisagé cet angle. Essayons. » Le résultat fut un assemblage plus solide que tout ce qu'ils avaient réalisé auparavant. Le charpentier avait compris ce qu'il m'a fallu des années pour saisir. Chaque échange est une occasion de peaufiner sa compréhension.
Même si vous maîtrisez un sujet, le regard de l'autre peut vous révéler des nuances que vous aviez ignorées, des applications inédites ou des pièges que vous n'aviez pas envisagés. Quand vous sentez, je le savais déjà, sur le point de franchir vos lèvres, faites une pause. Demandez-vous, qu'est-ce que je pourrais apprendre de l'expérience spécifique de cette personne sur ce sujet? Quels détails pourrait-elle partager que je n'ai pas envisagés? En quoi son regard pourrait-il remettre en question ou enrichir ma compréhension actuelle? La phrase suivante est tout aussi dangereuse, mais elle se part d'une fausse rigueur. C'est impossible. Ces deux mots en disent plus sur les limites de votre imagination que n'importe quel test de personnalité. Quand vous décrétez quelque chose d'impossible, vous ne faites pas un constat objectif de la réalité. Vous affichez les bornes de votre propre courage et créativité. J'ai connu un dirigeant du nom de Robert, dont la réputation reposait sur son réalisme et son sens pratique. En réunion, dès qu'une idée audacieuse émergeait, Robert se renfonçait dans son fauteuil et prononçait son verdict. C'est impossible. Il croyait incarner la voix de la raison et sauver l'entreprise d'erreurs coûteuses. Mais voici ce que Robert ignorait. C'était aussi lui qui empêchait son entreprise d'innover véritablement. À chaque « c'est impossible », il disait en fait « je ne vois pas comment ça pourrait marcher, donc ça ne peut pas marcher ». Il confondait ses limites personnelles avec des barrières universelles. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, observait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. La plupart des obstacles que nous qualifions d'impossibles ne sont que des peurs masquées en prétexte pragmatique. Le projet paraît trop complexe, le délai trop court, les ressources trop limitées. Pourtant, en examinant de près ces impossibilités, et on découvre qu'elles ne tiennent qu'à élargir sa zone de confort. Je me souviens d'un projet qui semblait totalement irréalisable, 6 semaines pour livrer ce qui demandait habituellement 4 mois. La réaction initiale de tous, y compris de moi-même, fut un inévitable. C'est impossible. Mais plutôt que d'accepter ce verdict, nous avons découpé le projet en composants plus petits. Nous avons distingué l'essentiel du traditionnel, trouvé comment optimiser les tâches en parallèle au lieu de les enchaîner, identifier des ressources jusque-là inexplorées. Le projet a réussi non pas grâce à une solution miracle, mais parce que nous avons refusé d'emprunter la voie de l'impossibilité. Nous l'avons abordé comme un casse-tête à résoudre, non comme un mur infranchissable. Les stoïciens savaient que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la réponse disciplinée à celle-ci. Face à un défi apparemment insurmontable, vous avez le choix. Vous protégez en proclamant l'impossibilité ou protégez votre croissance en vous demandant « que faudrait-il pour rendre cela possible ?» Ce changement de question transforme votre rapport aux obstacles. Au lieu de les considérer comme des barrières immuables, vous les voyez comme des problèmes demandant des solutions créatives. Au lieu de vous focaliser sur les raisons pour lesquelles quelque chose ne peut pas être fait, vous explorez comment cela pourrait l'être. Les personnes les plus accomplies que j'ai observées partagent ce trait. Elles refusent de postuler l'impossible comme point de départ. Elles entament chaque défi en supposant qu'une solution existe, même si elle leur échappe encore. La troisième phrase est peut-être la plus coûteuse, car elle fait l'impasse sur ce qui distingue le plus les leaders des autres, l'agentivité personnelle. Ce n'est pas ma faute. Ces 4 mots peuvent vous protéger l'ego sur l'instant, mais ils vous privent de la monnaie la plus précieuse en toute situation. Le contrôle. Quand vous affirmez que ce n'est pas de votre faute, vous n'établissez pas seulement un refus de la culpabilité, vous vous déclarez impuissant. J'ai vu un collègue, Michael, perdre un client majeur. Le client se plaignait de problèmes, de communication, de décisions prises sans lui, et a finalement choisi un concurrent. Michael, dans la foulée, a énuméré tout ce qui avait mal tourné et dont il n'était pas responsable. Attente irréaliste du client, planning trop serré, budget insuffisant, équipe interne désorganisée. Tout cela était sans doute vrai. Mais voici ce qu'il a manqué. En focalisant son discours sur ce qui n'était pas sa faute, il n'a rien appris sur ce qu'il pouvait contrôler. Il a reproduit les mêmes schémas avec le client suivant.
rencontré les mêmes difficultés et perdu ce client-là aussi. Épictète, le stoïcien, enseignait qu'on ne maîtrise pas ce qui nous arrive, mais qu'on peut toujours contrôler notre réaction. Il ne s'agit pas d'accepter la responsabilité de tout ce qui survient, mais de reconnaître que, même quand votre part de responsabilité est minime, certaines décisions et certains comportements restent sous votre influence. Quand un problème surgit, au lieu de demander « à qui la faute ?», essayez plutôt « qu'aurais-je pu faire de différent ?» Même dans les situations où vous avez peu à vous reprocher, cette question révèle des leviers de croissance et de prévention. Prendre la responsabilité, ne fût-ce que partiellement, vous transforme de victime des circonstances en acteur du changement. Et cela renforce la confiance d'autrui. Quand on vous voit reconnaître votre rôle dans un échec, on vous confie plus volontiers la mission de le résoudre. Les meilleurs leaders que j'ai croisés ont tous cette habitude. Ils assument vite et pleinement, puis orientent leur énergie vers l'amélioration et la prévention. Ils savent que le blâme est un luxe qu'on ne peut se permettre, car il empêche d'apprendre. Cela ne signifie pas devenir un paillasson ou accepter l'injustice. Cela signifie comprendre que votre réaction est toujours un choix, et que ce choix détermine si vous devenez plus fort ou si vous restez coincé. La 4e phrase révèle un malentendu dangereux au sujet de la force et de l'autonomie. Je n'ai besoin d'aucune aide. Ces 5 mots sonnent comme de la confiance, mais masquent souvent une peur si profonde qu'elle sabote le succès avant même qu'il ne commence. La crainte de paraître faible, incompétent ou vulnérable pousse à refuser la précieuse assistance qui pourrait accélérer nos progrès. Abraham Lincoln avait compris ce que beaucoup de professionnels oublient. Pendant la guerre de Sécession, il s'est entouré de conseillers qui le contredisaient, remettaient en question ses certitudes et apportaient des perspectives qu'il n'avait pas. Son fameux « équipe de rivaux » n'était pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de génie stratégique. Lincoln savait que son jugement, aussi affûté soit-il, restait limité par son expérience et ses angles morts. Marcus Aurelius, malgré son pouvoir absolu, exprimait maintes fois sa gratitude envers ses mentors et ses enseignants. Pour lui, accepter l'aide ne diminuait pas son autorité, cela multipliait sa sagesse. Je l'ai appris à mes dépens lorsque je croulais sous les responsabilités sans oser demander de l'aide. J'enchaînais les journées de 18 heures, accumulais les erreurs à cause de la fatigue et voyais mon efficacité décliner. Ma réponse fut de travailler toujours plus, pas plus intelligemment. Je me persuadais qu'admettre mes limites révélerait mon incompétence. La révélation est survenue lorsque j'ai enfin reconnu que je ne pouvais pas tout gérer seul. À l'instant même, des mains se sont tendues, collègues offrant des raccourcis que j'ignorais, amis apportant des perspectives nouvelles qui résolvaient des problèmes sur lesquels je peinais depuis des mois. J'ai découvert que les gens aiment t'aider. La plupart se sentent valorisés quand on sollicite leur expertise. En refusant l'aide, je me privais non seulement de mon propre potentiel, mais j'empêchais aussi les autres de contribuer. Les personnes les plus fortes, que je connaisse, cultivent des réseaux d'entraide, de conseils et de collaboration. Elles savent que l'indépendance ne consiste pas à tout faire soi-même, mais à avoir la sagesse de reconnaître quand accepter de l'aide et la confiance pour en offrir aux autres. La vraie force réside dans la reconnaissance de ses limites et dans le fait de s'entourer de ceux qui viennent compenser nos faiblesses. Il s'agit de construire des ponts plutôt que des murs, de créer des systèmes plutôt que de compter sur des exploits personnels. La 5e phrase révèle une forme particulièrement tragique d'auto-limitation. Je suis trop vieux pour ça. L'âge devient une prison dès lors qu'on lui en remet les clés. Cette phrase ne révèle pas seulement votre année de naissance, elle montre comment vous avez choisi de définir vos possibilités. Or, j'ai entendu cette phrase de personnes dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, bien avant que l'âge ne constitue un véritable frein. Laissez-moi vous parler d'Harry Bernstein. À 96 ans, il publiait son premier livre, The Invisible Bridge, qui devenait un best-seller et lançait sa carrière d'écrivain. Interrogé sur ce début si tardif, il répondait « J'étais écrivain avant d'être publié. Il ne me restait qu'à trouver ma voie. »
Harry avait compris ce que les stoïciens enseignaient. L'âme n'a pas de date de péremption. Votre capacité de croissance, d'apprentissage et de contribution ne diminue pas avec l'âge, à moins que vous ne le choisissiez. Les philosophes stoïciens voyaient le vieillissement non pas comme un déclin, mais comme une accumulation. Chaque année ajoute à votre réservoir d'expérience, de sagesse et de résilience. Les épreuves surmontées, les échecs traversés, les relations nouées, ce ne sont pas des lots de consolation. Ce sont des outils que les plus jeunes ne possèdent pas. Voyez l'âge comme une mise à jour de votre boîte à outils. Un maître artisan ne devient pas moins habile avec l'expérience. Il devient plus efficace, plus intuitif, capable de solutions que l'apprenti n'envisage. Même pas. Votre vous, plus âgé, possède des atouts que votre vous, plus jeune, ne pouvait imaginer. Mais voici le piège. La société nous envoie sans cesse le message que l'innovation, l'énergie et la pertinence sont l'apanage des jeunes. Nous internalisons ces messages et nous nous auto-limitons avant même que la réalité ne le fasse. Nous nous retranchons, cessons d'apprendre de nouvelles compétences et nous persuadons que notre temps de croissance est révolu. Les aînés les plus dynamiques que je connaisse partagent un trait. Ils refusent d'accepter l'âge comme un obstacle à de nouvelles aventures. Ils abordent l'apprentissage avec la même curiosité qu'à 20 ans, mais avec la sagesse et la patience acquises au fil des décennies. Votre âge n'est pas une contrainte, c'est une qualification. Vous avez mérité le droit de prendre des risques car vous savez désormais que l'échec n'est pas fatal. Vous savez que la vie des autres compte moins que votre propre épanouissement. Vous réalisez que le temps est précieux, ce qui vous rend plus sélectif, non moins audacieux. La 6e phrase est peut-être la plus dangereuse, car elle troque le temps fini contre un regret infini. Je le ferai plus tard. 4 mots qui ont enterré plus de rêves que n'importe quel obstacle extérieur. Cette formule paraît anodine, sensée même. Le bon moment, les ressources, la préparation. Pourtant, plus tard, cache un terrible secret. C'est là où les bonnes intentions viennent mourir. Je connaissais un homme d'affaires prospère, Thomas, qui promettait depuis des années de vraiment passer du temps avec son père vieillissant. Je viendrai plus, tard quand le travail sera moins prenant. On ira pêcher plus tard, quand j'aurai plus de temps. On aura ces conversations profondes plus tard, quand la vie sera moins agitée. Le plus tard n'est jamais venu. Son père est soudainement décédé, laissant Thomas avec une poignée de discussions inachevées et un amour resté inexprimé. Le plus triste n'était pas ce qui est arrivé, mais ce qui n'est jamais arrivé. Tous ces instants repoussés étaient d'autres parties à jamais, remplacés par le poids du « et si ». Marcus Aurèle pratiquait le memento mori, la mémoire, de la mort. Il ne s'agissait pas d'une obsession morbide, mais d'une sagesse pragmatique. Envisager la finitude du temps insuffle de l'urgence à ce qui compte vraiment. Quand vous acceptez vraiment que votre temps est limité, vous cessez de traiter l'essentiel comme si ça pouvait attendre indéfiniment. La vérité crue sur la procrastination, c'est qu'elle n'est pas une question de gestion du temps, mais de gestion de la peur. Nous ajournons les conversations importantes parce qu'elles risquent d'être difficiles. Les projets qui comptent parce qu'ils pourraient échouer. Les décisions majeures parce qu'elles pourraient être erronées. Pourtant, les stoïciens savaient, l'inconfort de l'action est éphémère, mais le regret de l'inaction est éternel. La discussion que vous évitez ne fera que s'envenimer. Le projet que vous retardez ne fera que se compliquer. La décision que vous remettez à plus tard ne fera que prendre plus d'importance. Le temps ne vous attend pas pour que vous vous sentiez prêt. Les opportunités ne patientent pas que vous domptez vos peurs. Les êtres aimés ne restent pas disponibles indéfiniment. L'énergie que vous avez aujourd'hui pourrait vous manquer demain. Les personnes les plus performantes que j'ai observées ont appris à combler immédiatement l'écart entre l'intention et l'action. Lorsqu'elles identifient quelque chose d'important, elles commencent tout de suite, même si elles ne peuvent pas tout achever tout de suite. Elles savent que maintenir une dynamique est plus facile que la créer. Enfin, la 7e phrase est peut-être la plus limitante,
car elle enraye tout changement par définition. C'est comme ça, je suis comme ça. 5 mots qui transforment les traits de caractère en prison définitive. Cette tournure ne se contente pas de décrire votre comportement actuel, elle dicte votre comportement futur. Quand vous déclarez qu'une chose est juste comme vous êtes, vous ne faites pas une simple observation, vous faites le choix de rester immuable. J'ai entendu cette phrase pour excuser tout, de la ponctualité chronique à la colère explosive, en passant par l'évitement social. Je ne suis pas du matin. J'ai simplement mauvais caractère. Je ne suis pas fait pour les gens. Chacune de ces affirmations ressemble à un fait, mais c'est en réalité une décision de cesser de grandir. Les stoïciens savaient que nous ne sommes pas prisonniers de notre tempérament. Épictète enseignait que nous sommes esclaves, non pas de nos circonstances, mais de nos jugements à leur sujet. Quand vous qualifiez un comportement de « juste comme vous êtes », vous jugez qu'il est figé et immuable. Or, la neuroscience moderne confirme ce que la philosophie ancienne suggérait déjà. Votre cerveau reste plastique tout au long de votre vie. Vos schémas de pensée, d'émotion et de comportement peuvent être modifiés par la pratique consciente et la répétition. Vous n'êtes pas un ciment figé, vous êtes une argile toujours modelable. Celui qui dit « j'ai mauvais caractère » choisit de conserver sa colère plutôt que d'apprendre à la réguler. Celui qui dit « je ne suis pas organisé » choisit le chaos plutôt que l'inconfort de bâtir de nouveaux systèmes. Celui qui dit « je suis timide » préfère la douleur familière de l'isolement à l'inconfort d'un apprentissage social. Le changement est inconfortable. Il exige de reconnaître que notre mode d'être actuel a ses limites. Il demande de pratiquer de nouveaux comportements avant qu'ils ne deviennent naturels. Il nous force à affronter l'embarras d'un début maladroit. Mais voici ce qui rend cet inconfort précieux. Chaque schéma que vous avez développé fut un jour nouveau et pénible. Vos traits actuels n'ont pas été installés à la naissance, ils ont été appris par répétition. Ce qui s'apprend peut se désapprendre, ce qui se construit peut se reconstruire. Les personnes les plus remarquables que j'ai rencontrées ont toutes ce trait. Elles se considèrent comme des œuvres en devenir plutôt que des produits finis. Elles abordent leurs limites avec curiosité, plutôt que résignation. Elles savent que comment elles sont n'est que leur état actuel, pas leur destinée immuable. L'intelligence n'est pas l'art de ne jamais se tromper ni d'avoir toujours la bonne réponse, mais celui de reconnaître les schémas de pensée qui brident votre potentiel et de choisir d'y remédier. C'est savoir vous arrêter avant que ces 7 tournures ne glissent sur vos lèvres, puis vous demander « Quelle serait la réponse d'une personne plus sage ?» Les phrases que nous avons examinées « Je le savais déjà »,« C'est impossible »,« Ce n'est pas ma faute »,« Je n'ai besoin d'aucune aide »,« Je suis trop vieux pour ça »,« Je le ferai plus tard » et « C'est comme ça, je suis comme ça » sont bien plus que de simples mots. Elles sont des fenêtres sur notre façon de concevoir l'apprentissage, les défis, la responsabilité, la collaboration, la possibilité, le temps et le changement. Chaque phrase incarne un instant de choix. Vous pouvez vous limiter ou élargir votre potentiel. La belle vérité est que vous prenez ce choix chaque jour, à chaque conversation, à chaque situation qui met votre pensée à l'épreuve. Mon défi pour vous, identifiez laquelle de ces 7 tournures résonne le plus avec vos propres habitudes. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce réflexe fermé qu'est « je le savais déjà ». Peut-être entendez-vous votre voix intérieure lâcher « c'est impossible » face à des objectifs ambitieux. Ou peut-être vous surprenez-vous à repousser l'essentiel en vous disant « je le ferai plus tard ». Quelle que soit la phrase qui vous parle, considérez-la comme votre occasion de la laisser tomber. À partir d'aujourd'hui, dès que vous sentirez l'une de ces formules émerger, faites une pause, respirez, et choisissez une réponse qui ouvre des portes, plutôt qu'elle ne les claque. La vraie sagesse n'est pas de ne jamais se tromper, mais d'être prêt à l'être pour finalement trouver la bonne voie. C'est rester curieux quand on pourrait être sur la défensive, assumer la responsabilité quand on pourrait l'éluder, et embrasser la croissance
quand on pourrait accepter la limite. Les personnes les plus intelligentes que je connaisse ne sont pas celles qui ne disent jamais ces phrases, mais celles qui se reprennent vite et choisissent autrement. Elles savent que chaque conversation est une chance d'apprendre, chaque défi une opportunité de devenir plus fort et chaque jour une occasion de se rapprocher de la meilleure version de soi-même. Vos mots révèlent votre intelligence, mais, plus encore, ils façonnent votre réalité. Choisissez-les avec soin.